Je me suis toujours demandé comment ces grands messieurs-là, tous sortis de grandes écoles, avec une certaine expérience derrière, même si politiquement il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'expérience, avec une certaine expérience, n'arrivent pas à transcender leur ego pour s'asseoir, renoncer un peu à leurs croyances et à leur ego pour se parler, même s'ils doivent s'empoigner. Mais se parler, parce qu'il s'agit de la Guinée, et surtout parce qu'on finit par là. Vous savez, Napoléon a dit, on peut tout faire avec les armes, sauf s'asseoir dessus. Vous allez tirer, 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 vous allez tuer, tuer, vous allez finir par vous arrêter. Je l'ai dit au capitaine Moussa, après le 28 septembre, lorsque les femmes l'ont rencontré à huis clos. Arrêtez et discutez. Tout ce que vous n'obtenez pas dans la discussion, vous ne l'obtiendrez pas par autre chose. C'est une conviction. Effectivement, il y a que le dialogue est renoué justement en Guinée, et c'est d'ailleurs à travers celui-ci que nous nous acheminons aujourd'hui. Mais il y a des conditions au dialogue. Oui, il faut que notre pays soit plus juste. Il y a des conditions au dialogue. Il faut que les engagements du dialogue peut être très dur. Chacun défend sa position. Mais lorsque vous vous êtes entendu sur quelque chose, ça devient sacré. Et le sacré, même dans nos cultures, est à respecter. Et il se trouve justement qu'aujourd'hui, vous êtes au devant de la scène en tant que, n'est-ce pas, société civile. La Guinée renoue avec une société civile, en tout cas engagée, je ne dirais pas encore forte parce qu'elle se cherche. Toujours est-il que vous êtes là, n'est-ce pas, pour servir de caution à ce dialogue. Je pense qu'il y a des avancées quand même qu'on a enregistrées aujourd'hui. Il y a des avancées, mais on aimerait que ces avancées-là soient concrétisées dans l'application. C'est important pour notre pays. C'est important pour renouer la confiance entre les acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est leur gros problème. Ils ne se font pas confiance. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez remarquer que beaucoup de femmes se démarquent un peu de la politique, parce que c'est devenu un milieu où on ne fait pas ce qu'on dit, on ne dit pas ce qu'on fait. C'est-à-dire les gens voilà. tournent au gré justement des intérêts ou peut-être des convictions. Chacun justement est libre de se retrouver à l'intérieur. Il y a des petites fleurs quand même parmi eux. Oui, d'accord. Il y a des petites fleurs. Mais... Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'il aujourd'hui, madame, vous qui travaillez sur le terrain aujourd'hui, je sais que vous avez eu quand même quelques initiatives qui vont dans le sens de la consolidation de la paix et vous travaillez dans ce sens, dans ce secteur-là. Est-ce que vous pouvez nous décliner quelques axes justement Bien de votre démarche, parce que la Guinée a besoin aujourd'hui justement de leadership pour la consolidation de la paix. Nous, au sortir des élections de 2010, nous avons estimé que le plus grand besoin aujourd'hui de la Guinée, c'est l'apaisement. Et donc, avant les élections, avant les présidentielles, avant les communautés, on a besoin d'être en paix. Et nous nous sommes engagés dans ce processus. Et parce que vous savez, la réconciliation nationale, les différents dialogues, on voit très vite que les dés sont pipés. Et donc, il était intéressant que les femmes s'impliquent dans le processus. C'est ce que nous avons fait depuis 2011. Mais pour cela, préalablement, nous avons essayé de réunir les femmes. Sur l'initiative du réseau des femmes ministres et parlementaires, que j'ai l'honneur de présider, parce que nous constituons une petite grappe de moins de 100 femmes. On s'est dit, pour bien implémenter sur le terrain, il faut aller vers les femmes de la base. C'est un peu l'idée qui a gouverné à la mise en place de la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement, qui compte aujourd'hui 240 organisations réunies au-delà de l'appartenance politique, ethnique, confessionnelle et sociale. C'est une première dans notre pays. Vous n'en parlez pas souvent, vous les médias. Vous savez aujourd'hui où chacun raisonne selon sa communauté, selon tout ce que vous voulez. Vous généralisez, mais les journalistes quand même sont en marge de ces raisonnements. Vous avez des femmes qui se mettent ensemble, qui ne se demandent pas si tel est du RPG, tel est de l'UFDG, de l'UFR ou autre. Nous sommes ensemble depuis maintenant 4 ans, au-delà de toutes ces différences. Et nous travaillons ensemble.
pour être un modèle et montrer aux Guinéens qu'il est possible d'être différent, pas simplement de le dire en théorie, mais qu'il est possible d'être différent, mais de travailler pour son pays. Donc nous nous sommes invités dans le débat du dialogue. Nous avons fait beaucoup de choses et à l'occasion des élections législatives, nous avons initié et piloté ce qu'on appelle la case de veille. Une case de veille fondée sur l'alerte précoce et la réponse rapide. Et pour la première fois, les femmes ont fait l'observation citoyenne en Guinée. Mais pas pour faire des rapports après, mais pour alerter et corriger. Bien, donc Voilà. le temps pour moi de retrouver juste nos partenaires et je vous retrouve dans 2 minutes. L'université Roi Mohamed VI est un exemple réussi de partenariat avec l'université Hassan Ier de Ceuta au Maroc. L'université Roi Mohamed VI avec l'École nationale supérieure des mines de Rabat, l'Institut des mines de Marrakech, le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol du Royaume de Maroc, l'université Roi Mohamed VI développe toutes les filières académiques avec une marque originale sur le droit minier. Le complexe Roi Mohamed VI, c'est une université d'excellence à Conakry dans la commune de Matoto et un institut polytechnique de référence à Kamsar. Et puis l'université Roi Mohamed VI soutient la promotion de la démocratie en Guinée. Alors, madame, je reviens à vous. Vous avez parlé justement de cette observation citoyenne. Est-ce qu'avec le recul du temps, vous avez justement questionné dans vos activités par rapport à cette observation citoyenne? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous avez justement incarné pour ces législatives, ou alors vous pensez quand même qu'il faut repenser la méthode et la stratégie pour tirer justement beaucoup plus d'intérêt pour la présidentielle qui arrive? Aucune œuvre humaine n'est parfaite. La case de veille de 2013 a eu un impact essentiel, c'était que les élections se soient passées de façon paisible. La case de veille a déployé 660 observatrices sur l'ensemble du territoire. Et elle a collaboré avec le gouvernement, avec la CENI, avec les leaders politiques, avec la société civile et les communautés à la base. Et cela consistait en quoi? Chaque fois qu'on avait une information sur le terrain qui pouvait dégénérer en conflit, il était remonté auprès du meilleur acteur capable de solutionner le problème. Et immédiatement, nous avons solutionné, y compris la Fossel. Je voudrais saluer d'ailleurs la collaboration de toutes ces entités qui ont permis la réussite de la case de veille en 2013. 2015, vous savez, 2013, c'était pour 114 fauteuils. 2015, c'est pour un fauteuil. Donc les passions sont exacerbées. L'enjeu est grand. Et cette fois-ci, la case de veille qui a été considérée à l'issue des élections législatives comme un modèle réussi et qui est exporté aujourd'hui dans la sous-région et ailleurs et qui a été présentée à la 59e session à New York est un process maintenant que la Guinée a et qui doit être pérennisé et élargi en Guinée. Bien. Donc cette année, oui, oui, nous déployons 2000 Je reviendrai sur observateurs. justement ce que vous allez faire, mais d'ici là, je me dis que, n'est-ce pas, cette stratégie repose sur un constat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des indicateurs, n'est-ce pas, qui vous orientent, qui disent attention, il faut qu'on mette beaucoup plus d'action, de poids dans tel ou tel secteur, ou alors il y a une menace ici? Comment se porte justement la question de la stabilité, n'est-ce pas, à quelques semaines simplement de la présidentielle? Bien sûr qu'il y a des... Vous savez, oui, il y a des risques. Nous le répétons à chaque fois. Les élections chez nous, dans nos pays, ne sont jamais parfaites. Et même en disant ça, vous me direz, elles ne sont jamais parfaites nulle part. Mais chez nous, vous voyez, là, on parle encore de liste électorale, on parle de comité technique, c'est tiré au forceps. On va y aller. Déjà, c'est une fragilité.
Et cette fragilité nous interpelle. Ensuite, le dialogue entre les acteurs politiques n'est pas un dialogue franc. Il a donné un accord qui a du mal à se mettre en place. Oui, donc, il y a des éléments qui nous interpellent et qui fondent notre engagement à faire de l'alerte précoce. En 2013, s'il vous plaît, on avait reçu sur notre plateforme à partir de la flotte 12 000 appels sur l'ensemble du territoire. Je suis sûre que cette fois-ci, ça va être 5-10 fois plus, parce qu'on va déployer 2000 observateurs. Il est important que chaque Guinéen devienne un observateur citoyen. Remonte l'information pour qu'on corrige. Et que ce soit les autorités, que ce soit les leaders politiques, je pense qu'ils sont ouverts à ce processus. Ils saluent tous l'action des femmes et de la case de veille. Et c'est pour cette raison que la case de veille va se dérouler cette fois-ci jusqu'au mois de mars. Et déjà, cela veut dire que vous avez eu des contacts avec les acteurs politiques sur le terrain. Bien sûr. Et qu'ensemble, vous avez peaufiné, n'est-ce pas, une espèce d'entente, je ne sais pas comment... Non, au fait, ce n'est pas une espèce d'entente, c'est l'information que le mécanisme existe. Et cette fois-ci, nous avons innové parce que la chambre d'analyse, on va demander à chaque candidat d'envoyer un représentant dans la chambre d'analyse. Parce que quand on reçoit une information, nous avons une équipe de sociologues, de politologues, de juristes qui sont là et de personnalités expérimentées pour nous aider à analyser la situation et nous dire quelle décision il faut prendre et qui il faut toucher pour avoir la meilleure solution. Donc, ils vont être représentés dans cette salle d'analyse. La décision nous appartient, la démarche nous appartient, parce qu'il faut que cette démarche soit impersonnelle, il faut qu'elle soit médiane, il faut qu'elle soit neutre. C'est à ce niveau qu'ils vont être associés, mais ils connaissent bien tous la case de veille, ils l'ont tous saluée, parce que c'est une case qui est là pour tout le monde. Et vous êtes société civile, cela veut dire que vous travaillez sur le terrain. Il y a aujourd'hui quand même une dichotomie qu'on n'arrive pas à percevoir. On a comme l'impression que certains leaders ne parviennent pas à maîtriser leurs militants, ou alors que certains militants n'arrivent pas à se soumettre justement à la logique de leur parti politique, ce qui, n'est-ce pas, constitue une source de dérive. Est-ce que vous y avez pensé? Je vais vous dire une chose. En 2013, on avait fait un pacte de non-violence avec les quartiers chauds de Conakry. Et pour un jour de scrutin sans violence, les jeunes ont respecté le pacte. Et cette année, ces jeunes leaders des quartiers difficiles sont représentés dans le comité de pilotage de la case de veille. Ça les valorise. Il y a des quartiers difficiles? Mais bien sûr, il y a des quartiers difficiles. C'est les quartiers de Amdallah et de Bambeto. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Non. Mais c'est des jeunes qui nous connaissent, qui nous écoutent et surtout qui nous font confiance. Ils sont dans le comité de pilotage. Ils sont désormais dans la chambre d'analyse et la chambre de décision. Ça les met en confiance et ça leur fait comprendre que nous sommes aussi à leur écoute. Et pour qu'une remontée d'informations soit faite à notre niveau sur ce qui se passe là aussi, dans le seul objectif de corriger in situ, de corriger immédiatement. Parce que lorsque vous laissez courir les choses, ça bascule. Et lorsque vous les corrigez tout de suite, je vais vous donner un exemple en 2013. En 2013, une de nos observatrices nous a appelé de Symphonia, d'un bureau de vote, pour nous dire « Ah, il y a un groupe de jeunes qui sont là, qui ont des armes blanches et qui sont prêts à donner l'assaut sur le bureau de centralisation. » Nous avons tout de suite appelé la Fossel, qui est intervenue et qui a sécurisé le bureau jusqu'à la fin. C'est ça, l'alerte précoce et la réponse rapide. À Dixine, je le dis souvent, à Dixine, vers 16h, 14h, 15h, les militants de l'UFDG sont sortis pour manifester leur joie qu'ils ont gagné. Quand même, c'est difficile d'annoncer sa joie à 14h, 15h pour dire que vous avez gagné. Nous avons appelé le président Senlou. Il se reposait, il a répondu. On lui a dit, voilà ce qui se passe. Si vous ne réagissez pas, les autres vont sortir aussi
et ça risque de dégénérer. Il a tout de suite arrêté le phénomène. C'est ça, l'alerte précoce et la réponse rapide. C'est ce que nous comptons faire sur toute la République. Et si la dernière fois, nous avons fait une case à Conakry qui a géré toute la Guinée, cette fois-ci, nous avons une mini-case par région administrative qui vont faire les premiers relais et ensuite le relais avec la case mère de Conakry. Bien, donc pour fermer, peut-être pour boucler ce volet, je voudrais revenir sur cette question, n'est-ce pas, de la gestion morale, n'est-ce pas, des politiques, comment est-ce qu'il faut exorciser ce milieu, parce que si on regarde aujourd'hui la vie constitutionnelle de la Guinée, pour diriger, il faut passer par un parti politique. C'est-à-dire que ceux qui sont censés être justement les dirigeants de demain sont obligés de passer, sont présentés par des partis politiques. Or, s'il n'y a pas, n'est-ce pas, la question morale, si elle n'est pas prise en compte, n'est-ce pas, dans le débat politique, dans le comportement des politiques, il y a un phénomène d'exemplarité qui risque un peu justement de pervertir le comportement de la jeunesse. Alors, puisqu'il faut, comme l'a dit l'autre, c'est Bonaparte, un peuple a le droit d'être vaincu, mais jamais celui d'être surpris. Est-ce que vous avez anticipé sur ces questions-là pour la Guinée de demain? C'est une question importante. Quand vous regardez le débat politique guinéen, on ne parle que politique. Il n'y a plus de débat sur le fond, sur les questions de développement. Le débat est tourné au personnel, au jeu. Le nous a disparu. Je pense que les hommes politiques doivent y réfléchir. Mettre moins la passion sur l'individu, celui qui est au pouvoir. Mettre le projecteur sur ce qu'on apporte de nouveau aux Guinéens. Ça manque au débat. Quand j'écoute d'ailleurs la seule femme qui est candidate, je remarque qu'elle parle de ce qu'elle va faire, de personne d'autre. C'est extrêmement important. Le débat pour les présidentielles... Je pense qu'on ne va pas donner caution. Non, je ne suis pas... On ne peut pas faire publicité à quelqu'un pour question d'équité. Non, mais il y a d'autres personnes que j'ai citées. Oui, il y a d'autres personnes que j'ai citées. Si vous devez citer, vous citez les 8 encore. Donc, c'est pour ça que je dis, question d'équité, on va se passer. Vous avez d'autres exemples, madame. Donc, je disais, c'est la question qui m'a amené à évoquer cela. Je dis que le débat doit porter sur le fond et non sur la forme. Et le fond, c'est ce que vous apportez. C'est parce que j'ai constaté dans ce débat-là que c'est le fond qui est abordé. Ce n'est pas la forme. C'est pour ça que je l'ai évoqué. Donc, nos hommes politiques doivent un peu travailler dans ce sens-là. Vous savez, on a besoin de rêver. Les hommes politiques ne nous font pas rêver. Je pense que même de ce point de vue-là, les premiers présidents en Afrique ont fait rêver. On continue à les citer. On continue à les citer et même si en Guinée, tout ce qui est fait est jeté comme un bébé avec l'eau du bain, mais on a besoin justement d'asseoir un leader